clés. Alors, s'il faut maintenant expliquer à un enfant de 10 ans c'est quoi l'intelligence artificielle, je lui dirais ceci. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui va t'aider à résoudre tes devoirs, un outil qui va t'aider à arranger ta chambre, un outil qui va t'aider, n'est-ce pas, à conduire pour vous un véhicule. Problème, nous n'avons pas d'infrastructure. D'où il faut les data centers, nous ne pouvons pas rêver. Parler de l'intelligence artificielle, vous n'avez pas des grands data centers avec des grands serveurs dans lesquels vous sauvegardez ces données. Ensuite, créer cette entreprise de données, parce qu'aujourd'hui, les données constituent une industrie à part. Alors, nous pouvons vendre même les données. Cela veut dire quoi? Nous créons notre cloud privé et puis cloud public pour les données que nous pouvons partager. Mais il y a des données confidentielles que nous pouvons garder dans nos clouds privés, dans nos data centers, et à partir desquels nous allons entraîner nos modèles de recherche d'intelligence artificielle et arriver à créer cette intelligence. Pour l'Africain, l'intelligence artificielle, c'est arriver à créer des vidéos. Ça, ce sont des exemples concrets en Afrique. Je vois beaucoup d'Africains sont très avancés en intelligence artificielle générative. Ils arrivent quand même à créer leurs propres vidéos en utilisant l'intelligence artificielle. Je vois, il y a certaines personnes qui utilisent l'intelligence artificielle pour les présentations, créer les fichiers PowerPoint, c'est quand même très convivial. Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre des intelligences artificielles, il y a la cybersécurité, cyberattaque. Comment nous, pour l'Afrique, peut faire face à cela? Heureusement pour nous, nous ne subissons pas encore trop des cyberattaques. Pas encore, mais le jour où on va vraiment s'occuper de l'Afrique dans ce sens-là, je ne sais pas si nous allons tenir, si nos banques vont fonctionner. Et comme nous parlons de l'Afrique, regardez l'état de l'est, si vous voyez cette image-là, ça c'est pour l'Afrique. Nous sommes encore au niveau des tracteurs de 1925, où vous voyez un conducteur sur les tracteurs, mais après, mais il va souffrir de maladies telles que hémorroïdes, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a des opérations assistées par des ordinateurs. On exploite le robot, je vais vous montrer, et même avec des images. Et moi, à l'université, la plupart d'applications que nous avons fait, c'est beaucoup plus en médecine, où on était à mesure avec l'imagerie médicale, par exemple, détecter des anomalies à partir, par exemple, des clichés, détecter s'il y a la présence d'une tumeur cancéreuse. Parce que ici, quand on détecte à temps, avant un cancer, et cela peut épargner les malades. Et voilà, avec l'intelligence artificielle que nous avons développée avec mes étudiants à l'INEKI, tout comme à l'Université des sciences et technologies à la CITEC, et nous avons fait beaucoup d'applications en médecine. En médecine, il a besoin d'une application d'intelligence artificielle qui, partie des images des malades, que nous serons en mesure de prédire le poids de ces malades. Alors, nous avons un sérieux problème en ce qui concerne les données, parce qu'on doit avoir un grand dataset des malades, et puis ensuite entraîner le modèle pour arriver à prédire le poids. Et là, nous avons des difficultés liées vraiment à la mentalité africaine, parce qu'on a informé aux malades, je ne sais pas par qui, par un prophète, qui leur a dit que si on prend vos images, vous allez mourir. Donc, vous voyez, là, c'est une difficulté, on est bloqué, on ne sait pas mener ces recherches-là. OK. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Nous, Oui, je vous nous remercie voudrions commencer également. par votre présentation. Donc, pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous dire ce qui vous a conduit à la recherche en informatique et en intelligence artificielle? Merci beaucoup. Je m'appelle Pierre Kafunda. Je suis professeur à l'Université de Kinshasa, à la faculté des sciences et technologies, au département des mathématiques et informatique. Je suis aussi directeur d'un centre
l'intelligence artificielle, appelée Optimal, pour dire Optimization and Machine Learning Laboratory. Et je suis directeur de ce grand centre de recherche en informatique et ce centre regroupe plusieurs chercheurs qui font leur master ainsi que leur thèse en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle étant un domaine un peu complexe avec plusieurs sous-disciplines. Et j'ai dans ces laboratoires des chercheurs qui font les recherches en robotique, en reconnaissance des caractères manuscrits, le traitement des langages naturels. Alors, au sein de ces laboratoires, nous organisons des webinaires en intelligence artificielle, en machine learning, deep learning. Et je suis aussi secrétaire général académique de l'Université des sciences et technologiques, abrégé par ICITEC. Je suis secrétaire général académique. Voilà, en ce qui me concerne. Mon domaine de recherche, c'est le machine learning, le deep learning et optimisation. Et c'est ça mon domaine de recherche. Donc, je m'intéresse à l'intelligence artificielle, plus précisément à la création de machines intelligentes. Et puis, j'utilise l'optimisation pour arriver à déterminer les paramètres de mon modèle. Voilà. Et en ce qui me concerne, en ce qui concerne le titre académique, je suis docteur en sciences, groupe informatique, et je suis spécialisé en intelligence artificielle et j'ai plusieurs diplômes, plusieurs diplômes. J'ai un diplôme en licence en mathématiques de l'Université de Kinshasa. J'ai le diplôme en master ou diplôme d'études approfondies en intelligence artificielle et puis docteur en intelligence artificielle. Et j'ai soutenu ma thèse en 2013 sur l'intelligence artificielle et machine learning flou, et où j'ai développé le modèle d'intelligence artificielle basé sur les systèmes neuro-flou hybrides modernes. Voilà en ce qui me concerne. Merci, professeur, pour cette présentation détaillée. Mais ça me laisse quand même une question. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce domaine? Dans ce domaine de l'intelligence artificielle, Oui. alors, je dois d'abord poser le fondement. Et nous savons très bien que le monde est dirigé par les données. Et les décisions sont prises sur base des analyses de ces données. Et aujourd'hui, les systèmes intelligents sont développés, capables de collecter les données, d'organiser ces données et d'analyser pour enfin le permettre aux décideurs de prendre des décisions optimales, et des décisions qui optimisent leur rafale économique, qui optimisent leurs fonctions économiques. Parce que ici, nous disons ne pas anticiper, c'est déjà mourir. C'est pas anticiper, c'est déjà mourir. Voilà ce qui m'a beaucoup plus motivé de mener des recherches en intelligence artificielle. C'est d'abord la nouvelle approche d'implémentation des tâches. La nouvelle approche, parce que l'ancienne approche a consisté à implémenter des programmes qui étaient à mesure de résoudre les tâches selon le besoin des utilisateurs. Mais le nouveau paradigme n'est pas ainsi. Avec le nouveau paradigme, les nouvelles approches, on apprend à la machine comment arriver à réaliser la tâche. Donc, la machine va s'entraîner sur base d'un grand dataset. La machine s'entraîne et il va ajuster ses paramètres, devenir stable et puis accomplir la tâche. Et voilà l'élément clé qui m'a poussé à mener mes recherches dans ce sens-là. Comment arriver à créer ces machines qui étaient capables de s'entraîner, de se stabiliser et de passer l'expert du domaine. Merci beaucoup, prof. Et nous allons tenter de comprendre l'IA très simplement. Et puis, nous allons vous rabaisser au niveau d'un enfant de 10 ans. Si vous deviez expliquer l'intelligence artificielle à un enfant de 10 ans, comment le définiriez-vous? OK, un enfant de 10 ans, voilà comment je vais expliquer l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer à un enfant de 10 ans c'est quoi l'intelligence artificielle.
Et d'abord, je vais parler de l'intelligence artificielle. Et à partir de cette définition, je vais essayer de déduire une définition très simpliste à la compréhension Bien, des bien, enfants. merci, c'était Voilà, parce que d'abord, j'ai expliqué aussi à tes paris. l'intelligence artificielle, c'est quoi? L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui consiste à créer des machines intelligentes. Alors, une machine est dite intelligente lorsqu'elle est capable de simuler le comportement d'un expert humain. Donc, c'est-à-dire quoi? La machine a la capacité de percevoir son environnement, de raisonner et de prendre des décisions. Donc, la machine a les capacités cognitives humaines. Donc, à partir des données, l'intelligence artificielle doit s'entraîner. C'est pourquoi je dis que c'est une discipline qui consiste à créer des machines intelligentes, des machines qui sont capables de collecter les données et capables d'organiser ces données et capables de prendre des décisions. Donc, la machine a la capacité de percevoir l'environnement. Et à partir de cette perception, il doit agir sur son environnement. Elle agit sur l'environnement et elle va déterminer une politique optimale lui permettant de maximiser son gain ou ses récompenses. Voilà en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Mais là, derrière cet apprentissage, il y a beaucoup d'outils mathématiques. Comme je viens de dire là, la machine va chercher une politique qui est optimale afin de maximiser les gains. Mais cette politique optimale consiste donc à déterminer une chaîne mathématiquement que nous appelons une chaîne de Markov, permettant donc à la machine de changer d'état et d'optimiser sa récompense. Voilà, ça c'est une définition vraiment très scientifique. Mais nous retenons quelques concepts clairs. C'est que nous retenons la perception de l'environnement et ensuite le raisonnement et la prise de décision. Voici les trois mots clés. Alors, s'il faut maintenant expliquer à un enfant de 10 ans c'est quoi l'intelligence artificielle, je lui dirais ceci. L'intelligence artificielle, c'est un outil qui va t'aider à résoudre tes devoirs, un outil qui va t'aider à arranger ta chambre, un outil qui va t'aider, n'est-ce pas, à conduire pour vous un véhicule. Voilà, d'une manière simpliste, comment je peux expliquer à un enfant de 10 ans. Donc, un outil qui va t'aider à résoudre tes devoirs. Alors là, l'enfant sera captivé. Donc, il peut vous poser la question de savoir si, en fait, l'intelligence artificielle va devenir son maître. Effectivement, c'est ça. L'intelligence artificielle devient l'enseignant pour l'enfant. Et comme ça, il est captivé et il va s'intéresser de cette intelligence artificielle et il ne sera pas frustré. Donc, d'une manière simpliste, à un enfant de 10 ans, c'est ce que je dirais. C'est un outil qui va t'aider à résoudre tes devoirs et à ranger ta chambre, par exemple. Voilà pour un enfant de 10 ans. Merci. J'aime particulièrement le fait que vous référez à ça comme un outil. Donc, un enfant comprendrait plus facilement parce que l'enfant utilise un balai, un stylo et consort. Donc, il comprendrait facilement, je pense. OK, tout à fait. Et si nous nous tournons maintenant vers le grand public, quelles sont, selon vous, les plus grandes idées reçues que le grand public a sur l'IA? Ah, bon. Et le grand public sur l'IA, pour le grand public, surtout chez nous en Afrique, l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle générative. C'est ce que l'Africain connaît de l'intelligence artificielle. Sorry, il se limite là-bas. Donc, pour le grand public, c'est l'intelligence artificielle, c'est un outil qui va l'aider à générer du contenu. C'est un outil qui va lui permettre de créer des vidéos via YouTube. Et ça, c'est pour le grand public. Et pour les étudiants, c'est un outil qui va lui permettre de faire des recherches. Par exemple, CTP ou ses travaux pratiques via, par exemple, le ChatGPT. Et ça peut l'aider à accomplir des tâches pareilles. Par exemple, si le prof pose un exercice et ce que nous conseillons aux étudiants par rapport à
l'intelligence artificielle générative, que cela soit un outil d'aide. Sinon, ça peut aboutir. Donc, ça ne peut pas être un outil qui va remplacer totalement ce que l'étudiant est appelé à faire de lui-même. Mais si ça devient un outil d'aide, c'est une bonne chose. Mais la compréhension, comme je venais de dire, en Afrique, c'est une compréhension vraiment d'intelligence artificielle générative. Créer des images, générer des vidéos, et c'est fini pour les étudiants, c'est pour résoudre ces TP et faire des recherches scientifiques. OK, merci beaucoup pour cette réponse. Passons maintenant au niveau de l'Afrique et de la RDC. Quel est, selon vous, le niveau actuel de l'IA en RDC et plus largement en Afrique? OK. Et d'abord, avant ça, j'ai dit que l'intelligence artificielle, c'est l'objectif, arriver à créer une machine qui a des capacités cognitives. Donc, la machine a la possibilité de percevoir l'environnement, comprendre cet environnement, agir sur l'environnement, optimiser ses récompenses. Et la machine a la possibilité de raisonner et de prendre des décisions. Mais tout ça, comment la machine arrive à s'entraîner? Et je crois que l'enfant peut poser la question, si je reviens à la question là, comment en fait l'intelligence artificielle arrive pour faire tout ça? Comment l'intelligence artificielle peut m'aider à faire mes devoirs? Comment l'intelligence artificielle peut m'aider à arranger ma chambre? Alors là, il faut dire à l'enfant, nous allons dire à l'enfant, il s'entraîne, l'intelligence artificielle s'entraîne de la même manière que vous vous entraînez pour comprendre, par exemple, l'arithmétique. Et c'est ce que nous allons dire à l'enfant. Mais ici, un niveau quand même avancé pour l'Afrique, cet entraînement, c'est l'optimisation des paramètres du modèle de cette intelligence artificielle. Alors, dans l'entraînement, en fait, l'intelligence artificielle va ajuster ces paramètres parce qu'il s'entraîne. Au fur et à mesure, elle est en train de s'entraîner, elle va s'améliorer, donc c'est-à-dire elle va modifier chaque itération ces paramètres pour se stabiliser et donner les résultats attendus. Mais l'amélioration, l'ajustement de ces paramètres, cela consiste simplement à optimiser ce que nous appelons en mathématiques une règle quadratique moyenne. Cela veut dire quoi? On doit présenter à la machine les données d'entrée ainsi que de sortie. Alors la machine doit réfléchir comment, à partir de ces données d'entrée, on est arrivé à déduire ces sorties. Voilà, au fait, d'une manière simple, l'entraînement de ces modèles d'intelligence artificielle. Mais maintenant, en ce qui concerne l'Afrique, pour l'Africain, j'ai dit l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle qui est générative. C'est ce que l'Africain connaît de cette intelligence artificielle. Alors, par rapport à votre question, c'était le niveau de l'intelligence artificielle en Afrique. Je pense que c'était ça. Hein? Oui. OK. Bon, au fait, l'Afrique, le niveau de l'intelligence artificielle, nous sommes encore au niveau élémentaire de l'intelligence artificielle. Bon, s'il faut catégoriser ce qui concerne les différents espaces, si je prends par exemple la zone du Nord, les pays maghrébiens, et ils sont quand même assez avancés en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Les pays subsahariens, c'est là qu'il y a un peu de petits soucis. L'Afrique de l'Est, de l'Ouest, ainsi que l'Afrique centrale. Et là, nous ne sommes pas encore très avancés, nous sommes encore au niveau élémentaire de l'intelligence artificielle. Alors, l'Afrique australe, si je prends l'Afrique du Sud, ils sont très avancés en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Voilà un peu la classification de l'intelligence artificielle en Afrique. Alors, d'une manière générale, je dirais que nous sommes encore au niveau élémentaire. Mais cependant, il y a des pays qui sont très avancés, tels que les pays du Nord, l'Afrique centrale de l'Ouest et de l'Est, pas tellement trop, mais l'Afrique du Sud est très avancée. Voilà en ce qui concerne le niveau de l'intelligence artificielle en Afrique. Merci beaucoup, professeur. Et ça donne déjà de la matière pour la question suivante. Quels sont les atouts que notre continent possède pour tirer profit de cette technologie? OK. L'Afrique présente beaucoup d'atouts pour le développement de l'intelligence artificielle.
En Afrique, nous avons assez de ressources naturelles. Nous avons des minéraux et ces minéraux participent à la création des différents matériels qui consistent des différents équipements d'intelligence artificielle. Nous pouvons, nous avons par exemple le lithium, le cobalt, que nous pouvons utiliser pour la conception, la création de batteries électriques. Et nous avons le silicium, par exemple, pour la création de puces. Donc, l'Afrique présente beaucoup d'atouts pour le développement de l'intelligence artificielle. Nous avons beaucoup d'atouts pour le développement de l'intelligence artificielle. Alors, mais néanmoins, nous avons beaucoup de difficultés, entre autres les problèmes financiers. Il n'y a pas assez de chercheurs aussi en intelligence artificielle. Il faut former la jeunesse dans cette discipline parce que c'est ce qui est au top aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et data science. C'est ce qui est au top. Nous devons former assez de chercheurs dans ce sens-là. C'est vrai que nous présentons beaucoup d'atouts, hein, surtout en ce qui concerne la richesse naturelle. Les sous-sols, les sous-sols africains véritablement riches. Nous pouvons mettre cela à profit pour arriver à développer cette intelligence artificielle. Comment? Nous pouvons extraire nos minéraux et les vendre après avoir créé une certaine valeur ajoutée. C'est ces minéraux, nous aurons assez de financement assez d'argent pour financer, par exemple, les recherches en intelligence artificielle. Et nous devons maîtriser cette technologie pour arriver à créer des équipements nécessaires pour l'intelligence artificielle. L'Afrique a vraiment plusieurs atouts. Et puis, n'oubliez pas, l'Afrique possède une population qui est très jeune. On peut se baser sur cette population pour donner une formation solide, une formation avancée à cette jeunesse pour la maîtrise, l'appropriation de l'intelligence artificielle. Merci pour cette réponse, prof. Et son corollaire maintenant, la question, c'est quels sont aussi les défis majeurs à relever? Infrastructure, formation, financement. Vous l'avez déjà évoqué, mais je voudrais que vous puissiez élaborer davantage. Oui, les défis majeurs, nous avons d'abord en primant le problème lié même aux données. Parce que nous ne pouvons pas faire cette intelligence artificielle sans pour autant avoir les datas, sans pour autant avoir les données. Et je suis professeur à l'université, ce qui me fait très mal quand nous développons, parce que à l'université de Kishan, nous développons beaucoup d'intelligence artificielle avec des applications d'intelligence artificielle plutôt, avec des étudiants, mais on est invité à une grande difficulté, c'est le problème des données. On n'a pas de données. Et les données que nous utilisons, ce sont les données que Google nous propose dans Kaggle. Et quand nous développons des voies, il y a aussi le problème déjà d'infrastructure. Les machines que nous utilisons, ce ne sont pas des machines vraiment appropriées. Ce sont des machines tantôt à faible capacité, ce ne sont pas des machines à grande vitesse. Nous n'avons pas assez de serveurs pour arriver à développer ce type de solutions. Et heureusement, qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons les Google Colab. Avec Google Colab, Google nous donne la machine virtuelle ou la machine virtuelle avec assez de capacités pour nous permettre d'entraîner nos modèles. Et nous utilisons les données fournies par Google. Donc voilà les grands défis que nous avons en Afrique. D'abord, c'est le problème des data ou le problème des données. On n'a pas ces données. Mais pourquoi on n'en a pas? Il y a un problème. Nous n'avons pas d'infrastructure. D'où il faut les data centers. Nous ne pouvons pas rêver. Parler de l'intelligence artificielle, vous n'avez pas des grands data centers avec des grands serveurs dans lesquels vous sauvegardez ces données. Ensuite, créer cette entreprise de données parce qu'aujourd'hui, les données constituent une industrie à part. Alors, nous pouvons vendre même les données. Cela veut dire quoi? Nous créons notre cloud privé et puis cloud public pour les données que nous pouvons partager. Mais il y a des données confidentielles que nous pouvons garder dans nos clouds privés, dans nos data centers, et à partir desquels nous allons entraîner nos modèles de recherche d'intelligence artificielle et arriver à créer cette intelligence. Merci Nous, en beaucoup, Afrique, prof. Et restons nous toujours en avons le Afrique et puis on problème. va parler de quelque chose de concret. Pourriez-vous partager Pardon? quelques exemples concrets d'utilisation de l'IA dans la vie quotidienne, en particulier en Afrique?
Bon, l'utilisation concrète d'intelligence artificielle, particulièrement en Afrique, et en Afrique, d'une manière vraiment générale, pour l'Africain, l'intelligence artificielle, c'est arriver à créer des vidéos. Ça, ce sont des exemples concrets en Afrique. Je vois beaucoup d'Africains sont très avancés en intelligence artificielle générative. Ils arrivent quand même à créer leurs propres vidéos en utilisant l'intelligence artificielle. Je vois, il y a certaines personnes qui utilisent l'intelligence artificielle pour les présentations, créer les fichiers PowerPoint, c'est quand même très convivial. Et ça, je vis en Afrique. Je vis aussi en Afrique comment les gens utilisent l'intelligence artificielle pour créer de contenu. Et là, en tout cas, c'est quand même un peu parfait pour les Africains. Mais nous ignorons la grande partie des choses que nous pouvons faire. Donc, cela veut dire quoi? Pourquoi pas arriver à créer des modèles robustes? Des modèles robustes, par exemple, de détection d'intrusion. Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre des intelligences artificielles, il y a la cybersécurité, cyberattaque. Comment nous, pour l'Afrique, peut faire face à cela? Heureusement pour nous, nous ne subissons pas encore trop des cyberattaques. Pas encore, mais le jour où on va vraiment s'occuper de l'Afrique dans ce sens-là, je ne sais pas si nous allons tenir, si nos banques vont fonctionner. Ce que nous pouvons faire, c'est arriver à développer l'intelligence artificielle robuste. Par exemple, comment arriver à détecter des intrusions? Comment arriver à partir d'une image, nous pouvons détecter par exemple les maladies des plantes. Nous pouvons mener des recherches dans ce sens-là, les recherches pointues, les recherches avancées au niveau de nos universités africaines. OK, on va rester dans les domaines pratiques, pratico-pratiques. L'IA peut-elle aider dans les domaines comme l'agriculture, la santé, l'énergie, l'éducation à RDC? Oui, oui, permettez, je partageais là. Permettez, j'avais prévu la présentation. Je ne sais pas si je peux voir comment défiler. OK. Je ne sais pas là-bas si vous voyez les diapos, là où j'ai écrit le temps. On est Deep encore sur Learning, ça se voit motivation. sur Motivation chez vous, hein? Ouais, ouais. Ah, donc ça n'évolue pas, ça n'évolue pas. Permettez, j'essaie encore de partager. Allez-y, prenez votre temps. C'est ça. Ce qu'il a partagé là-bas. On voit deep learning. Ah, vous voyez Deep Learning? Ouais, ouais. Vous avez la ville intelligente? Oui, Ah, d'accord. Si vous avez la ville intelligente, c'est une bonne chose. Bon, OK. Je prends l'intelligence artificielle par rapport à l'agriculture. Je ne sais pas si vous voyez l'agriculture oui, oui, on intelligente. est sur l'agriculture. D'accord. OK. Alors, je suis là. Et l'intelligence artificielle par rapport à l'agriculture. Vous voyez là, j'ai un tracteur intelligent. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Oui, on voit l'image. Ah, regardez, ce tracteur-là, c'est un objet qui est connecté sur le net. Donc ici, on exploite la technologie de l'Internet des objets. Alors,
Le tracteur en question, c'est un tracteur autonome. Donc, il n'y a pas de conducteur. Alors, à ce niveau ici, le tracteur ici peut labourer le sol, la terre, de soi-même. Il n'a pas besoin des agriculteurs pour faire cette tâche-là. D'abord, l'avantage, au niveau de l'agriculture, nous n'avons plus besoin des êtres humains pour labourer un grand espace, beaucoup d'hectares. Ils vont se fatiguer et le rendement sera faible. Mais ici, le tracteur en question fait cette tâche-là. Et il ne se limite pas seulement là-bas. Il a la capacité de prélever tous les paramètres physico-chimiques. Alors, à partir de ces paramètres, avec l'intelligence artificielle, il y a un module de l'Internet des objets que nous appelons le module d'enrichissement des données. À partir de là, c'est l'intelligence artificielle qui est exploitée. À partir de ces paramètres physico-chimiques, le tracteur ici est à mesure de prédire s'il va pleuvoir. Et il est à mesure de prédire qu'est-ce qu'il faut s'aimer. Et voilà l'avantage aujourd'hui de l'intelligence artificielle en ce qui concerne l'agriculture. Et c'est ce que nous, en Afrique, nous devons adopter comme solution. Utiliser des tracteurs autonomes, intelligents, connectés sur le net et capables de prédire ce qu'il faut s'aimer. Et même au niveau de la récolte, voilà, nous pouvons exploiter, il y a un équipement très intelligent. Et cet équipement, ces tracteurs, ces drones, cet équipement ici est à mesure de détecter, par exemple, tous les fruits qui sont mis, et c'est ce qu'il va récolter. Les fruits non mûrs, non, il va laisser, parce qu'il est intelligent. Voilà, c'est un équipement qui va optimiser les rendements agricoles. Nous avons beaucoup d'applications en ce qui concerne l'agriculture. Nous avons par exemple le Plantix, et c'est une application deep learning utilisée pour la reconnaissance d'images et établir une corrélation entre l'aspect du feuillage des cultures, la qualité du sol, la présence des ravageurs ou les maladies. Voilà, rien qu'avec cette application ici, j'ai un étudiant qui a travaillé, qui a utilisé cette intelligence artificielle. Il a utilisé, au fait, l'apprentissage que nous appelons par transfert. Il a utilisé cette intelligence artificielle et c'est un étudiant de LPLMD qui a proposé cette chose, c'était formidable. Et il a récupéré ces modules et il a réalisé une application mobile et à partir de son téléphone, on était en mesure de capturer l'image d'une plante et détecter s'il y a une maladie. Et c'était une application formidable qui a correctement tourné. Et voilà, en ce qui concerne l'agriculture, des applications que nous pouvons faire. Mais comme nous parlons de l'Afrique, regardez l'état de l'île, si vous voyez cette image-là, ça c'est pour l'Afrique. Nous sommes encore au niveau des tracteurs de 1925 où vous voyez un conducteur sur les tracteurs, mais il va souffrir de maladies telles que hémorroïdes, ainsi de suite. Donc, vous voyez, avec cette façon de faire les choses, jusqu'aujourd'hui, je vous dis, c'est comme ça. Jusqu'aujourd'hui, ce qui fait que l'économie sera faible, ce qui fait qu'il y aura la crise alimentaire. Donc, vous comprenez, donc l'intelligence artificielle nous aide à optimiser, à maximiser le rendement agricole avec des équipements, des drones que j'ai montrés là, des tracteurs autonomes. L'Afrique doit se servir, utiliser cela. Mais comment nous pouvons faire parce que nous n'avons pas cette technologie? Mais je pense que nous pouvons commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Acheter d'abord ces drones, les utiliser, comprendre cette technologie et puis faire la réplication. Payer aussi. Voilà ce que l'Africain peut faire. Voilà en ce qui concerne l'agriculture. Ce qui concerne la médecine, là, en tout cas, il y a beaucoup d'applications. Et aujourd'hui, il y a des opérations assistées par des ordinateurs. On exploite le robot, je vais vous montrer, et même avec des images. Et moi, à l'université, la plupart d'applications que nous avons fait, c'est beaucoup plus en médecine, où on était à mesure, avec l'imagerie médicale, par exemple, détecter des anomalies.
à partir, par exemple, des clichés, détecter s'il y a la présence d'une tumeur cancéreuse. Parce que ici, quand on détecte à temps, avant un cancer, et cela peut épargner les malades. Et voilà, avec l'intelligence artificielle que nous avons développée avec mes étudiants à l'INEKI, tout comme à l'Université des sciences et technologies à l'ICITEC, et nous avons fait beaucoup d'applications en médecine. Et par exemple, oui, en médecine, comme je disais, et je suis en train de chercher notre application. Et là, nous sommes entrés parce que je vous ai dit qu'il faut avoir une grande base de données. Et on vient de nous soumettre une recherche là. Il y a un professeur en médecine, il a besoin d'une application d'intelligence artificielle qui, partie des images des malades, que nous serons en mesure de prédire le poids de ces malades. Alors, nous avons un sérieux problème en ce qui concerne les données. Parce qu'on doit avoir un grand dataset des malades, et puis ensuite entraîner le modèle pour arriver à prédire le poids. Et là, nous avons des difficultés liées vraiment à la mentalité africaine, parce qu'on a informé aux malades, je ne sais pas par qui, par un prophète, qui leur a dit que si on prend vos images, vous allez mourir. Donc, vous voyez, là, c'est une difficulté. On est bloqué. On ne sait pas mener ces recherches-là. Mais nous sommes en train de tester avec d'autres images que nous avons prises ailleurs. Le modèle fonctionne correctement. Et voilà beaucoup d'applications, par exemple, que nous pouvons faire en médecine. Toujours en médecine, si vous voyez des images là, regardez ça, c'est en Chine. Il y a un centre hospitalier, je ne sais pas si vous voyez ce robot-là, si vous avez Oui, ces images chez vous aussi. on le Et voit. regardez, en Chine, il y a un centre hospitalier où, et peut-être je peux vous envoyer aussi cette vidéo, centre hospitalier, et les médecins, et 80-90% des médecins sont des robots. Et il est démontré que ce centre hospitalier, le traitement, la précision est de 99%. Et de 99%. L'avantage maintenant de cette intelligence artificielle, c'est quoi? Et avec ces robots, il n'y a plus le problème de langue. Si le malade connaît par exemple l'anglais, le robot va s'exprimer en anglais. On n'a plus besoin d'interprète. Et ce robot parle plusieurs langues. Donc vous voyez là, le malade déjà se sent à l'aise, il communique avec le médecin, avec la langue qu'il maîtrise. Mais par contre, si vous passez par les interprètes, on ne sait pas s'ils traduisent fidèlement votre pensée. Or, avec le robot, le médecin robot, il maîtrise plusieurs langues que l'humain ne peut pas peut-être être capable de le faire. Et ensuite, la précision dans les traitements, la précision est autour de 99%. Et c'est vraiment formidable. Vous voyez, ce sont des applications, ça c'est un centre hospitalier en Chine qui fonctionne ainsi. Voilà les avantages de traitement, d'utilisation de l'intelligence artificielle. En éducation, plusieurs applications d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut aider les enseignants à confectionner correctement leurs cours. Donc, cela veut dire quoi? J'ai mon cours, je peux soumettre cela à l'intelligence artificielle telle que ChatGPT pour essayer de voir, d'améliorer concepts, certains concepts, et je peux voir, demander les articles récents et il va me restituer ces articles récents par rapport à mon domaine. Et à partir de là, ça va permettre aux chercheurs de lire ces articles et augmenter sa connaissance dans le domaine. Donc, vous voyez l'avantage dans l'éducation, utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais c'est vrai, il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi beaucoup de méfaits, hein, parce qu'il y a, par exemple, aujourd'hui, il y a des étudiants, vous posez, et nous avons des difficultés. Il y a des étudiants, quand vous composez, vous donnez un exercice et vous leur demandez de résoudre. En tout cas, ils posent cet exercice, ils donnent cet exercice au ChatGPT. C'est ChatGPT qui résout l'exercice. Donc, vous voyez, avec ça, il y a beaucoup de méfaits. L'étudiant risque de devenir paresseux et puis amorphe. Et ça, ce n'est pas correct. Donc, nous devons apprendre aussi, peut-être par rapport à l'éthique, on va en parler, comment utiliser correctement cette intelligence artificielle pour qu'en fait, l'intelligence artificielle ne puisse pas abîmer l'homme. Merci, professeur. D'ailleurs, vous avez fait un pont vers l'éthique. C'est la prochaine question.
Beaucoup de gens craignent que l'IA vole les emplois. Que leur répondez-vous? Oui, oui. Et bon, c'est en fait une inquiétude qui est vraiment normale. L'IA, c'est-à-dire quand on automatise un système, effectivement, il y a certaines tâches répétitives qui vont tomber. Il y a l'emploi et l'IA va supprimer d'autres emplois, mais l'IA va créer beaucoup d'emplois. Il va créer. Et nous ne pouvons pas continuer à avoir vraiment l'essentiellement négatif de l'IA. Avec l'IA, il y a l'augmentation de la productivité. Et avec l'IA, il y a la création de l'emploi, surtout en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et j'ai vu les jeunes utiliser les IA pour créer des entreprises. Et vous créez votre entreprise avec l'intelligence artificielle et ça va vous aider à faire le marketing vraiment intelligent, bien ciblé. Vous voyez, il y a des avantages, surtout du côté entrepreneuriat. Vous créez votre start-up, vous créez votre entreprise rien qu'avec l'IA et vous faites de l'argent. Et le marketing de l'IA, c'est un marketing qui maximise le chiffre d'affaires de l'organisation parce que c'est un marketing qui est ciblé et qui est basé sur le profit de l'utilisateur, du client. Et voilà l'avantage. Il va créer beaucoup d'emplois. Par exemple, les ingénieurs en intelligence artificielle et data scientists. C'est l'IA qui crée ces métiers. Aujourd'hui, nous avons, et le monde a besoin des ingénieurs en intelligence artificielle. C'est un métier créé par l'IA, par l'intelligence artificielle. Donc, cela veut dire que les gens doivent se mettre au travail, comprendre l'IA, et puis, pourquoi pas devenir l'ingénieur de l'IA? Il crée l'emploi. Et c'est vrai, il y a certaines tâches qui vont disparaître. Alors là, par exemple, les tâches répétitives, inutiles, et ces tâches vont disparaître, cet emploi va disparaître. Ça, c'est normal. Quand on automatise un système, il y a des tâches qui vont disparaître. Absolument. Et toujours dans la dimension éthique, comment l'IA peut-elle être utilisée de manière responsable et éthique dans notre société? OK. Et le problème d'éthique, nous sommes en train de travailler là-bas avec l'UNESCO. Nous sommes là, je suis parmi les experts qui travaillent sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, en ce qui concerne le problème d'éthique, c'est un problème qui est complexe. Donc, nous devons étudier d'abord l'incidence de l'intelligence artificielle sur les droits de la personne. La première chose, est-ce que l'intelligence artificielle, telle que nous sommes en train de les implémenter, est-ce qu'elle respecte les droits de la personne? Il arrive des fois, dans des milieux très sensibles tels que les aéroports, il y a des caméras de surveillance intelligentes qui arrivent à scanner l'homme. Et vous comprenez, est-ce que ça c'est permis? Est-ce que ça c'est correct? Nous devons voir tout ça sur le plan éthique, comment essayer de faire les choses correctement. Il y a en intelligence artificielle, nous devons résoudre le problème des biais. Sinon, on aura des résultats qui sont biaisés. Les biais, en fait, ce sont des données insérées dans le modèle, des informations qui ne sont pas correctes. Et l'IA s'entraîne sur ça. Et c'est ce qui est très dangereux. Il va s'entraîner sur des mauvaises données. Alors là, il y a un problème d'éthique en ce qui concerne les données, les biais qui sont insérés des fois expressément par les ingénieurs de l'IA dans le modèle. Et il y a aussi, en dehors des biais insérés dans les modèles, et le problème des algorithmes utilisés. Des fois, l'IA te propose les résultats, il te dit l'information, il te dit, voilà,
En se servant de ces données, voici le résultat. OK. Mais il te donne les résultats, c'est fini. Mais l'IA n'arrive pas à t'expliquer comment elle a procédé pour arriver à ces résultats. Là aussi, il y a un problème d'éthique. Comment je me présente dans un centre hospitalier, on me dit simplement sur base des données, écoutez, tu vas suivre une opération de cerveau, par exemple. Mais comment vous avez procédé, on ne te dit pas. Oh, l'être humain va te dire, voilà, je fais ça parce qu'il y a ça, voilà, il y a ceci. Et donc, les traces de l'algorithme doivent être bien expliquées par les ingénieurs de l'IA. Voilà, en ce qui concerne le problème de l'éthique, nous devons utiliser les données en bon escient, fournir des explications claires en ce qui concerne le fonctionnement des algorithmes utilisés. Et je voudrais qu'on reste juste sur l'éthique. Respecter les droits des personnes. Oui, on va rester dans l'éthique, mais en parlant des chercheurs africains. Quel rôle les chercheurs africains devraient-ils jouer dans le contrôle et la régulation de l'IA? Alors, les chercheurs africains, d'abord, peut-être j'avais omis de le dire, en ce qui concerne l'Afrique, quand je parlais des difficultés, nous avons le problème d'infrastructure. Premier problème, première difficulté, nous n'avons pas de data center. Nous n'avons pas de données. Bon, quand je dis nous n'avons pas, je suis trop extrémiste. Donc, c'est-à-dire nous n'avons pas assez de données. C'est de données parce que je fais la classification. Il y a des pays qui sont très avancés, hein. Quand je dis nous n'avons pas, je fais beaucoup plus allusion à mon pays. Alors, il y a des données peut-être qui ne sont pas automatisées. Nous avons ces difficultés. Il y a des données qui ne sont pas automatisées. C'est pourquoi je dis que nous n'avons pas de données. Bon, je suis un peu trop extrémiste, hein, je dois relativiser. On n'a pas assez de données. D'abord ça. Alors, il y a aussi un problème, comme vous venez de dire, vous venez de poser la question, les chercheurs africains par rapport à l'éthique. Nous n'avons pas aussi assez de chercheurs en intelligence artificielle. Parce que ce qui est trop complexe, c'est que parmi les recommandations, j'ai toujours demandé qu'on organise des formations en intelligence artificielle. Bon, c'est une formation académique, hein. Il y a quand même les A, B, C jusqu'à arriver au niveau des choses quand même très avancées. Et des fois, on se limite, comme j'ai dit, au niveau de l'intelligence artificielle générative. On crée des contenus, on crée des vidéos, on se dit c'est fini, c'est ça l'intelligence artificielle en Afrique. Pendant que sous d'autres ciels, les gens sont en train d'avancer. Ils créent des modèles, par exemple, pour arriver à réguler le trafic routier. Il y a des capteurs qui récupèrent la vision par ordinateur et à partir desquels on peut récupérer des informations et réguler le trafic routier, tout ça avec le robot intelligent. Et vous voyez, sous d'autres dossiers, c'est ça, ils sont à ce niveau. Vous voyez, ça, c'est l'intelligence artificielle très avancée. Parce que là, derrière, il y a beaucoup de choses qu'on exploite là-bas. La reconnaissance, par exemple, des caractères manuscrits, avec la reconnaissance, le traitement des langages naturels. Et tout ça, ça, c'est l'intelligence avancée et qui s'enseigne au niveau de l'université. Nous devons former des chercheurs dans ce sens-là. D'où il y a un problème de financement. Comme nous avons dit, là, c'est le côté gouvernement. Il doit mettre quand même un paquet. Une intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous parlons des guerres des intelligences artificielles. Donc, la guerre des cerveaux humains contre les cerveaux de solutions. C'est ça la guerre aujourd'hui, la guerre des intelligences artificielles. Est-ce que la RDC est préparée pour cette guerre d'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle est préparée pour cette guerre d'intelligence artificielle? Donc, il faut, c'est des moyens, mettre à la disposition des chercheurs pour former la jeunesse dans ce sens-là au niveau de l'université. C'est après que nous pouvons parler de l'éthique, hein, parce qu'on ne sait pas réglementer les choses que vous ne possédez même pas. On n'en a pas. Et nous n'avons pas cette intelligence artificielle de manière très avancée. En RDC, il n'y a pas de véhicule autonome. En RDC, il n'y a pas, ce n'est pas, la ville des choses, ce n'est pas une ville intelligente. Et tout ça, bon, qu'est-ce que nous allons réglementer? C'est encore le vide
que nous allons réglementer. Bon, on dit tout ça dans la recherche, en ce qui concerne la recherche scientifique, on peut anticiper les choses. Alors, pour les chercheurs africains, en ce qui concerne l'éthique, pour répondre à cette question, d'abord, collecter les données qui ne sont pas biaisées. La première chose, c'est que nous devons faire. La première chose, c'est ça. Connecter les données qui ne sont pas biaisées. Et ensuite, nous devons respecter les droits des citoyens. Il ne faut pas développer des modules sans le consentement des personnes pour qui vous voulez développer cette application. Il faut aussi leur consentement. Il faut échanger avec eux, montrer le bien fondé de ce que vous voulez faire. Et ensuite, pour élever les données, et créer ce modèle d'intelligence artificielle et expliquer comment vous avez créé ces modèles d'intelligence artificielle. Voilà en ce qui concerne l'Afrique. Alors, éviter les comportements un peu barbares que nous pouvons utiliser, qu'on peut se servir de l'intelligence artificielle. Quand je parle de ça, c'est quoi? Par exemple, vous utilisez l'intelligence artificielle pour détruire l'autre. Ça, c'est ça que j'ai dit, comportement barbare. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour salir un citoyen. Ça, ce n'est pas correct, c'est un problème d'éthique. Surtout ça, l'intelligence générative, je vois les Africains aiment faire ça. Ils peuvent utiliser de faux contenus, tout ça, de fausses vidéos pour salir. Ça, c'est un problème d'éthique, ce n'est pas correct. Donc voilà, tout ça, c'est que l'Africain, comme nous sommes très forts du côté intelligence générative, nous devons réglementer dans ce sens-là, faire ce qui est correct et ne pas faire ce qui n'est pas correct. Merci beaucoup, professeur. Maintenant, je vais vous inviter à vous projeter dans l'avenir avec les trois prochaines questions. Et la première, c'est selon vous, comment l'IA va transformer le monde dans les 10 prochaines années? OK. Et je ne sais pas si vous avez l'image qui est là. Oui, J'ai oui, dit on pour voit premier futur, futur. premier futur. Oui. Ah, OK. Voilà l'IA, comment il va transformer le monde. Déjà aujourd'hui, quand je prends les pays développés, en tout cas, l'IA a déjà transformé leur société. Ils ont, leurs villes sont intelligentes. Donc, c'est une ville, leurs villes sont vraiment des villes qui sont connectées. Et les mouvements des citoyens sont contrôlés par IA. Et ils ont la facilité de détecter des crimes, rien qu'avec l'IA. Ils ont cette facilité. Ils ont la facilité de détecter des mouvements suspects. Ils peuvent prédire via les paramètres fiscaux chimiques les différents climats. Et vraiment, ils sont très avancés. Mais le futur de l'IA sera encore très complexe. Le premier futur, c'est quoi? Les hommes vont cohabiter avec le robot. Ça, c'est le premier futur. Et je vous ai parlé déjà en Chine, où il y a un centre hospitalier, les médecins, 80% des médecins sont des robots. Et dans 10 ans, nous aurons un monde pareil. On va cohabiter avec les machines. Ça sera le premier futur. Alors, avec ce premier futur, on va cohabiter avec les machines. Déjà, aujourd'hui, nous avons des véhicules autonomes. Donc, c'est une machine. Les taxis autonomes, c'est une machine. Donc, vous voyez, nous cohabitons déjà avec les machines. Ça, c'est le premier futur. Le deuxième futur, l'homme lui-même doit devenir une machine. L'homme lui-même deviendra une machine. Je ne sais pas si vous avez cette image-là. Oui, on le voit là. Ah, alors on va implanter les puces dans les cerveaux humains. Et on parle aujourd'hui de l'intelligence, ça sera l'intelligence augmentée. Parce que les psychologues disent ceci. Jusqu'à aujourd'hui, aucun homme a utilisé 100% de son cerveau. Pendant que l'intelligence artificielle, ce que nous cherchons, c'est calquer le fonctionnement du cerveau. Le cerveau qui comporte assez de neurones, 1000 milliards de neurones avec 10 000 synapses connexions.
C'est ce genre de machine que nous sommes en train de chercher à créer. Mais aujourd'hui, aucun homme a utilisé 100% de son cerveau. Même les grands comme Einstein. On dit Einstein était autour de 40-50% de son cerveau. Mais regarde ce que l'homme a réalisé. Alors, les chercheurs se disent ceci. Il faut augmenter cette intelligence. Alors, il faut activer cette intelligence. Il faut que l'homme lui-même devienne une machine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter, on va implanter le puce dans les cerveaux humains. Ça sera le deuxième futur où l'homme va devenir aussi une machine. Alors, il y a des inquiétudes. On se dit ceci, si l'homme devient une machine, alors cet homme-là risque d'écraser d'autres parce qu'il y aura un écart terrible en termes d'intelligence. Est-ce qu'ils ne vont pas chercher à détruire aussi d'autres? Et là, on va donner raison à Schwarzenegger dans son film Terminator, où il y a une machine, un homme-machine, qui cherchait une dent, Sarah Connor. Est-ce que ce n'est pas ça? Et voilà un peu les deuxième futur. Alors, tout ça, la difficulté, c'est quoi? Le problème, nous revenons encore à l'éthique. L'intelligence artificielle doit être bien cadrée sur le plan réel. Alors, nous disons, avec l'intelligence artificielle, s'il n'est pas cadré par une bonne éthique, nous allons construire la tour de Babel, où nous allons créer une intelligence artificielle qui va créer beaucoup de dégâts et il y aura plusieurs langues et il y aura l'incompréhension. Donc voilà les deuxièmes futurs de l'intelligence artificielle dans les années qui viennent. Alors, l'éthique demeure au fait l'élément clé pour réglementer cette intelligence artificielle. Alors, une autre question dans la même foulée du futur, c'est que quelles opportunités uniques s'ouvrent aux jeunes chercheurs et entrepreneurs africains? Plusieurs opportunités pour les jeunes chercheurs et les entrepreneurs. Je commence par les entrepreneurs africains. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, un entrepreneur peut comprendre correctement son marché. Il peut segmenter ses marchés avec l'intelligence artificielle. Connaître qui sont mes clients, comment ils se comportent et quel type de produit qu'il faut donner à ses clients. Comme le marché est segmenté pour chaque segment, l'entrepreneur va connaître avec beaucoup de précision quel est le produit qui intéresse les segments, ces genres de clients, cette catégorie de clients. Alors, avec l'intelligence artificielle, l'entrepreneur va faire ce que nous appelons l'intelligence, il va faire, ce que nous appelons le marketing intelligent, le marketing qui est basé sur le profil du client. Parce qu'il y a deux types de marketing. Il y a le marketing de masse ainsi que le marketing intelligent. Avec le marketing de masse, on réalise le produit et on demande aux clients de le consommer. Par contre, le marketing intelligent, ce n'est pas le cas. Avec le marketing intelligent, basé sur l'intelligence artificielle, le produit est réalisé sur base du profil du client. Voilà l'avantage. Et là aussi, avec ce marketing intelligent, avec l'intelligence artificielle plutôt, l'entrepreneur l'intelligence artificielle va l'aider à faire des systèmes de recommandation. Cela veut dire quoi? Quand les clients achètent le produit, l'intelligence artificielle va proposer des produits qui vont intéresser les clients. Et il y a beaucoup de sites de e-commerce avancés et ils utilisent cette intelligence artificielle. Par exemple, Amazon le fait. Et les jours où j'ai acheté les livres Big Data et Machine Learning, directement, il m'a proposé, il a dit ceci, l'intelligence artificielle m'a dit ceci. Tout celui qui a acheté ces livres, il a aussi acheté un livre d'apprentissage automatique. Et j'ai vu que c'était intéressant, j'ai acheté des ouvrages au lieu d'un ouvrage. Donc, vous comprenez, l'intelligence artificielle va aider les entrepreneurs à maximiser même leurs chiffres d'affaires. Voilà, ça c'est un avantage formidable côté intelligence artificielle. Mais nous avons dit qu'il y a toujours le problème d'éthique aussi, même pour l'entrepreneuriat. Et nous avons fait des tests
avec certains étudiants, avec les TP, où, par exemple, nous avons fait quelque chose qui n'était pas vraiment lié à l'éthique de l'intelligence artificielle, où nous créons des agents intelligents qui étaient capables de gratter les sites d'autres entreprises concurrentes, gratter les sites et créer un pipeline, récupérer les informations de ces sites et proposer un système de recommandation plus meilleur. Donc, vous voyez, ça, c'est une concurrence qui n'est pas vraiment... Je peux pas, je suis dans un webinaire. Bonjour. Loba Noki, je suis dans un webinaire. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Maman, ferme ton micro, s'il te plaît. Il n'a pas fermé son micro. C'est Annie Mandungu, je pense. Oui, j'ai fermé son micro déjà. Ah, d'accord. OK. Et je disais ceci, et il faut que cette intelligence artificielle soit toujours cadrée par l'éthique. Et je parlais de l'entrepreneuriat avec l'intelligence artificielle. Il va aider à l'entrepreneur de maximiser en segmentant par exemple les marchés et en réalisant le marketing intelligent et puis un système de recommandation optimal. Parce qu'il faut proposer au client le produit qui l'intéresse. Alors, comment y arriver? On prélève le profil du client, on prend les informations du client, et comme dans ma base dont les informations sont déjà les marchés segmentés, je peux voir ces comportements correspondent à quel type de produit et je propose. Et voilà, ça c'est l'intelligence artificielle. Mais le danger aussi est là, les dangers liés à l'éthique, si l'éthique n'est pas respectée. Donc, vous voyez par exemple, qu'est-ce qui se passe? Avec la concurrence, certains chercheurs d'intelligence artificielle par rapport à l'entrepreneuriat, ils créent des agents intelligents qui vont gratter sur votre site. Ils vont gratter sur le site et puis récupérer des informations par rapport à vos produits et puis faire de sorte que leur système de recommandation soit plus meilleur que le vôtre. La concurrence qui n'est pas correcte. Alors, par rapport aux jeunes chercheurs, l'intelligence artificielle présente beaucoup d'avantages. Premier avantage, la recherche en soi elle-même. Et la recherche scientifique aujourd'hui nécessite assez de documentation pertinente. Avec l'intelligence artificielle, ça peut vous permettre de faire des recherches et trouver exactement les ouvrages très pertinents, les articles très pertinents. Donc voilà un avantage pour les chercheurs. Alors, avec les chercheurs, l'intelligence artificielle permet aussi d'améliorer leur façon d'apprendre. Avec l'intelligence artificielle, par exemple, j'ai un ouvrage de 500 pages. Je ne sais pas tout lire. Je peux me demander à l'intelligence artificielle de me résumer ce livre. Et je lis les résumés, je comprends l'ouvrage et j'ai une autre connaissance, une connaissance augmentée par rapport à ce que je viens de lire. Parce que des fois, lire 500 pages, nous avons beaucoup de tâches à faire, on ne sait pas. Et faire cette lecture, ça peut prendre un mois. Au lieu d'un mois, avec l'intelligence artificielle, ça sera quelque chose de quelques jours. J'essaie de demander à l'intelligence artificielle de me résumer et il donne une résumé optimal de cet ouvrage et je lis et j'ai la connaissance de l'ouvrage. Parce qu'avec la recherche scientifique, les jeunes chercheurs, ce qui est important, c'est avoir un bon bagage scientifique. Pour avoir ce bon bagage scientifique, il faut lire beaucoup de chercheurs, lire beaucoup d'articles et lire beaucoup d'ouvrages. Mais la lecture, de fois, on n'a pas assez de temps. Et surtout chez nous en Afrique, on n'a pas assez de temps, beaucoup de choses, il faut chercher de l'argent, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut résumer. On peut demander à l'intelligence artificielle, j'ai 1000 articles et voici la recherche que je suis en train de faire. Quels sont les articles très pertinents que je peux lire? L'intelligence artificielle va proposer. Donc voilà, il y a beaucoup d'avantages. Un autre avantage, il y a une fois, j'ai travaillé avec un collaborateur. Alors, nous avons fait un programme d'intelligence artificielle avec beaucoup de codes, mais malheureusement pour nous, cela ne tournait pas. Il y avait un bug quelque part qu'on n'arrivait pas à déceler ces bugs. Nous avons cherché, on n'a pas trouvé. Alors lui, là, il a le réflexe, il dit, bon, professeur, je soumets ça au ChatGPT. Nous avons demandé au ChatGPT de prélever, de chercher là où il y a des couacs. Et il a trouvé le règle et nous avons corrigé. Et ça nous a permis d'aller un peu plus vite et puis atteindre l'objectif. Voilà l'avantage pour le jeune
les jeunes chercheurs. Alors, avant de passer aux questions du public, il y a une dernière question. Quel message d'inspiration souhaitez-vous adresser à la jeunesse congolaise et africaine qui veut s'engager dans l'intelligence artificielle? OK. Alors, la vision pour ceux qui veulent s'engager en recherche en intelligence artificielle, d'abord, nous les encourageons. Nous les motivons parce que c'est une bonne discipline et c'est ce qui est au top aujourd'hui. Je parlais de la guerre des intelligences artificielles, c'est ce qui est au top. Et nous leur demandons de mener les recherches dans ce sens-là. Même le gouvernement doit mettre beaucoup de moyens en ce qui concerne la recherche en intelligence artificielle. Beaucoup de moyens, vraiment, s'il vous plaît, si nous voulons que le pays puisse se développer. Parce que l'intelligence artificielle a beaucoup d'implications dans plusieurs secteurs. Agriculture, nous avons démontré, la santé, le social, tout ça, c'est l'intelligence artificielle si nous voulons un bon rendement. Alors, pour les gens qui veulent s'engager, nous les encourageons, mais nous leur disons qu'il y a quand même des prérequis. La première chose, ils doivent commencer par le commencement, par exemple, l'intelligence artificielle générative, commencer par des petites choses, comprendre comment on peut générer des images, des vidéos, faire tout ça, des contenus, c'est déjà un avantage. Et ensuite, nous leur demandons d'entrer en profondeur. Comment arriver à créer cette intelligence? Et ça, c'est la profondeur. Cela veut dire quoi? En arrière-plan, il y a, en avant-plan, il y a la programmation. Il faut maîtriser la programmation, les codes. Et ensuite, il faut maîtriser, parce que l'intelligence artificielle en question, quand nous parlons de l'apprentissage, comme il est basé sur l'apprentissage, on dit il s'entraîne, mais cet entraînement-là, c'est quoi? C'est on minimise un critère fonctionnel mathématique. Donc, cela veut dire quoi? Les chercheurs en intelligence artificielle, ils doivent maîtriser certains outils mathématiques. Ils doivent maîtriser ça, c'est vraiment incontournable pour faire la recherche avancée. Alors, le gouvernement doit soutenir ces chercheurs parce que nous avons encore beaucoup de choses à réaliser pour l'Afrique, surtout pour notre pays, la RDC. Et j'étais très content, j'ai lu quelque part, j'ai vu les Éthiopiens, ils ont créé leurs drones intelligents. Donc, vous comprenez, et chez nous au Congo, pas encore. Ce sont des choses, là, nous encourageons des chercheurs à travailler dans ce sens-là. Alors, le gouvernement doit aider ces jeunes chercheurs, les orienter aussi. Des fois, il y a un problème d'orientation. On ouvre, par exemple, des facultés. Je ne suis pas contre ces facultés, mais il y a, par exemple, aujourd'hui, on fait, par exemple, une faculté de communication, des sciences sociales. C'est bien, c'est bon. Mais je pense qu'il est mieux de créer des facultés de sciences et technologie. Et ensuite, comme je venais de dire, encourager ces jeunes chercheurs-là à maîtriser aussi, parce que s'il faut faire, par exemple, aller vers le drone, il faut aussi maîtriser l'électronique, l'électromécanique. Bon, c'est vrai, on demande pour chercher de tout maîtriser. Donc, cela veut dire chacun doit connaître sa partition et puis travailler en synergie. Vous voyez, par exemple, à l'INIKIN, nous avons la faculté de sciences et technologies, la faculté de polytechnique. Et l'INIKIN doit proposer, par exemple, les aspects soft. Polytechnique propose des aspects hard, l'électronique, l'électromécanique. Et puis, nous venons avec le programme et puis l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça que nous allons créer des drones. Sinon, on ne va pas les faire. Merci. Merci beaucoup, professeur. C'est très édifiant ce que vous dites. Maintenant, je donne la parole à ceux qui sont dans la salle pour poser leurs questions. J'avais vu un certain Joseph qui avait écrit sa question, mais il peut la poser à haute voix maintenant. Juste levez la main et puis vous allez poser votre question. On est 17 dans la salle, donc il y a quelques questions quand même là. Joseph Minga, ta question est toujours valide?
Ah, allô? Oui, Joseph, vas-y. Allô, bonjour. Oui, bonjour, professeur. Vraiment, Bonjour, Joseph. euh, vraiment, merci beaucoup, maître, pour cette opportunité que vous avez donnée. Ça nous Merci. enrichit énormément, énormément Merci. pour enrichir notre expertise. Alors, j'ai deux questions que j'ai posées. La première, c'est celle de savoir l'usage de l'intelligence artificielle en Afrique. Donc, parce que là, vous avez eu à illustrer plusieurs exemples, plusieurs applications. Alors, je voulais savoir, euh, parce que quand on parle de transformation digitale, on voit aussi la mentalité que peuvent avoir les utilisateurs vis-à-vis de ces transformations digitales. Alors, je voulais savoir si les Africains, plus précisément les Congolais, sont préparés à cette transformation, à cette intelligence qui sera appliquée dans ces différents secteurs. Et la deuxième question, c'est celle de savoir parce que vous avez parlé des clouds, si nous pouvons créer les clouds privés ou les clouds publics. Alors moi, je voulais savoir par rapport à l'électricité, la précarité qui se présente au niveau de l'électricité au pays. Vous savez, les exemples des coupures d'électricité, voire même au niveau de l'aéroport. Alors, est-ce que nous pouvons espérer avoir de telles initiatives qui sont liées à l'innovation, telles qu'il y a les big data, il y a les jumeaux numériques nationaux, qui peuvent nous aider à appliquer l'intelligence artificielle dans cet aspect. À vous la parole, professeur. OK, merci beaucoup à M. Joseph. La première question était de savoir si la population congolaise est préparée en ce qui concerne la transformation digitale, si la population congolaise est préparée. Malheureusement, jusque-là, je dirais pas tellement. Et la population n'est pas préparée. Donc, c'est là que je vous félicite, hein, je félicite M. Ferdinand avec les initiatives, avec des conférences pareilles. Et c'est comme ça que nous allons préparer la population en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, la transformation digitale au niveau des différents secteurs d'activité. Et la population n'est pas tellement préparée, même je ne sais pas si je peux vous choquer, même ceux qui dirigent même nos différentes entreprises, surtout les entreprises publiques. Et vous regardez les entreprises congolaises, parce que pour faire l'intelligence artificielle, je vous ai dit, nous commençons par les data. On doit avoir les données et la machine va s'entraîner sur ces données. Mais pourquoi nous n'avons pas de données? Parce que même les entreprises publiques ne sont pas encore préparées pour ça. La première chose, on devait informatiser nos organisations, nos entreprises. Il faut d'abord informatiser ces entreprises. Des fois, moi, je ne sais pas si je peux dire c'est moqué, et je vois les autorités, quand elles parlent de la lutte contre la corruption, la lutte contre le fraude, mais comment ils vont lutter contre le fraude sans passer par l'automatisation de nos organisations? Parce que lorsqu'il n'y a pas de transformation digitale de nos entreprises, en tout cas, arriver parce qu'il n'y a pas de traces, on ne sait pas qui a payé quoi, où, quand, comment. Et c'est compliqué de lutter contre le fraude, contre la corruption. Donc, ce qui démontre que même nos organisations, surtout publiques, ne sont pas encore préparées par rapport à la transformation digitale. Donc, la première chose, c'est que nous devons faire, nous, étant que chercheurs, commencer d'abord à informatiser, à automatiser nos organisations, et surtout les entreprises publiques. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut échanger, causer, expliquer le bien fondé de cette solution. Des fois, c'est ça le problème aussi des chercheurs scientifiques. Nous n'arrivons pas à expliquer le bien fondé de nos solutions, ce que nous proposons à l'organisation. Et souvent, les gens pensent que quand nous venons avec cette solution, c'est pour détruire leur emploi. Et nous avons eu des problèmes à l'époque à l'université de Kinshasa où on devait informatiser. Alors, nous sommes allés au niveau du bâtiment administratif et pour échanger avec les agents. Nous avons senti qu'ils étaient très hostiles parce que dans l'organisation, allait les chasser de leur emploi. Et pourtant, le problème, ce n'est pas ça. D'où, de notre côté, on devait leur montrer les bien fondés et puis leur dire que vous n'allez pas perdre votre emploi
il y aura de formation, de renforcement des capacités. Alors, en ce qui concerne la population, pour la population, l'intelligence, est-ce qu'ils sont préparés par rapport à la transformation? Non, numérique, non. Même la population n'est pas préparée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Comme Ferdinand, que je félicite en passant, en train d'organiser, c'est comme ça que nous allons préparer cette population à ce qui concerne la transformation numérique. Alors, la deuxième question, c'était par rapport à par rapport au problème d'électricité. Bon, ça, c'est un sérieux problème parce que, je pense, j'avais répondu en ce qui concerne les défis. Parmi les défis à relever pour l'Afrique, pour implanter les solutions d'intelligence artificielle, il y a aussi le problème d'électricité. Donc, nous devons fournir, parce que j'ai dit, tout commence par là. Et il faut l'énergie électrique parce qu'il y aura des data centers. Vous voyez les data centers avec assez de serveurs et tous ces serveurs vont nécessiter l'électricité, l'énergie électrique et nous avons ces problèmes. Mais le Congo, par exemple, la RDC, nous ne pouvons pas avoir le problème d'électricité. C'est vrai que la grande partie peut avoir des problèmes d'électricité, mais il y a des sites qu'on doit privilégier. Et à l'époque, par exemple, il y a des sites tels que l'aéroport, les banques, les universités, les camps militaires. C'était des sites qui ne pouvaient pas manquer d'électricité. Non. Mais pourquoi pas créer des priorités comme ça? C'est-à-dire, on peut dire, par exemple, les data centers ne peuvent pas manquer. Si on n'a pas assez d'énergie à partager, à distribuer à la population, mais voici les priorités, les data centers ne peuvent pas manquer, les camps militaires ne peuvent pas manquer de l'énergie, tout ça. En faisant ainsi, je pense qu'on va résoudre ce problème d'électricité. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi des solutions de secours, hein, avec des générateurs, avec l'énergie avec le panneau solaire. Ce sont des solutions secondaires que nous pouvons aussi exploiter parce qu'on doit travailler 24 sur 24. Il ne faut pas l'interruption des services. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'il y a une question d'Annie. Annie, est-ce que tu peux poser ta question? Notre Annie qui est passionnée de l'agriculture, je pense qu'elle a une question d'agriculture. Ah bon? Ben, bonjour, professeur. Bonjour, Madame Annie. Oui, ben, en fait, quand vous parliez des panneaux, j'étais en train d'écrire. Parce que pour moi, je pense que il faut amener les jeunes à récupérer nos terres et aussi à devenir des grands chercheurs en IA. Est-ce que les deux, pour moi, les deux sont compatibles? Parce que au plateau de Bateke où nous sommes, la connexion est bonne, il suffit d'avoir des panneaux solaires. L'idée, c'est de les aider à avoir des lieux en dehors de l'université. D'abord, vous avez une coupure de courant. Si on a des panneaux suffisamment puissants au plateau de Bateke, nos jeunes peuvent s'adonner à l'agriculture tout en développant, par rapport à l'agriculture ou à autre chose, en développant tout ce qui est nécessaire pour que la RDC quitte l'état de misère zéro IA pour arriver à une IA qui vraiment va booster le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, merci beaucoup, Madame. La question est très pertinente et récupérer nos terres, ça c'est ce que j'ai retenu. Et c'est vraiment bien. Et regarde le problème que nous avons aujourd'hui dans notre société. J'ai beaucoup aimé même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, son Excellence, avait dit ceci, la révolte du sol sur le sous-sol. La révolte du sol sur le sous-sol. Et il a parfaitement raison. Ce que nous devons faire, c'est activer, motiver les jeunes chercheurs dans le domaine de l'agriculture. Et vous voyez le problème que nous avons aujourd'hui, par exemple, la guerre qui est à l'est de notre pays, le grand problème, c'est une guerre économique, comme on l'a dit. Le problème, c'est les sous-sols. C'est les sous-sols qui intéressent
nos adversaires, ou même la communauté internationale, c'est les sous-sols congolais qui les intéressent. Et ils sont là à cause de ça. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant en se servant de l'IA? Alors, nous parlons de la solution multi-objectif. La solution multi-objectif, c'est quoi? Est-ce que nous devons abandonner l'extraction des minéraux pour rester qu'avec l'agriculture pendant que ces richesses nous appartiennent? Et qu'est-ce que nous devons faire? Alors, c'est là que nous proposons la solution multi-objectif. Cela veut dire quoi? Nous allons favoriser l'agriculture tout en exploitant aussi notre sous-sol. Alors, mais de manière durable. Alors, quand je parle de développement durable, cela veut dire quoi? On doit développer, utiliser, exploiter notre sous-sol de manière à permettre aussi aux générations futures d'exploiter aussi le sous-sol. Nous ne devons pas, parce que n'oubliez pas, le sous-sol que nous avons, le sous-sol, c'est une richesse qui n'est pas renouvelable. Et ça va s'épuiser un jour. Alors, nous devons faire des calculs mathématiques, faire des projections. Quand est-ce que ça va s'épuiser? Comment rallonger, n'est-ce pas, l'exploitation de ces minéraux? Comment faire? D'où l'exploitation de manière durable. C'est-à-dire faire le deux, et l'agriculture et le sous-sol de manière optimale. Alors, je parle maintenant de l'agriculture. Vous avez pleinement raison. Nous devons motiver les jeunes gens à l'agriculture, mais en utilisant l'intelligence artificielle. Parce que vous avez vu les tableaux que j'ai montrés là. Et ailleurs, l'agriculture, le rendement est très, très élevé parce qu'ils exploitent les applications d'intelligence artificielle. Il y a des programmes d'intelligence artificielle pour détecter les maladies des plantes. Il y a des programmes, il y a des robots pour chasser les insectes qui ravagent cette agriculture. Il y a des robots comme ça, des drones qu'on exploite aujourd'hui. Mais quand je regarde notre agriculture, on n'exploite pas les drones. C'est pourquoi nous avons des problèmes à cultiver, par exemple, des grands hectares. Des grands hectares. Nous devons cultiver des grands hectares en utilisant des drones autonomes, comme je dis là. Et ça, c'est fait de manière très scientifique. Parce qu'avec ces drones-là, il va prélever des paramètres physico-chimiques et vous dire avec précision quel type de plantes, quel type de semences qu'il faut placer. Et avec les drones autonomes, parce qu'ils prélèvent tous les paramètres physico-chimiques. Alors, je pense que vous avez pleinement raison. Récupérer nos terres, j'ai beaucoup aimé cette expression. Nous devons récupérer nos terres. Il y a un grand défi. Vous voyez, à l'est, une grande partie de notre terre, à Bukavu, Goma, c'est presque, ce sont des voyous qui sont là-bas. Alors, comment nous allons les récupérer? Nous allons les récupérer qu'avec l'intelligence artificielle. Hein, parce que vous avez vu, avec cette guerre, j'ai dit c'est la guerre des intelligences. Nos adversaires, ils ont exploité des systèmes qui perturbaient les GPS. Et nos avions ne pouvaient pas, c'est l'intelligence artificielle. Nos avions ne pouvaient plus voler à cause de ça. Alors, on doit exploiter l'intelligence artificielle pour récupérer nos terres et motiver cette jeunesse à l'agriculture. À l'époque, d'ailleurs, de Fer Maréchal, il disait l'agriculture doit être priorité des priorités. Priorité des priorités, parce qu'on doit donner à la population à manger. L'agriculture doit être priorité des priorités. Mais aujourd'hui, nous insistons sur une agriculture efficace qui utilise l'intelligence artificielle. Vous avez insisté sur le problème de l'électricité aussi. Il faut exploiter les panneaux. Je vous encourage par rapport à ça. Mais tout ça, ça demande quand même un beau budget. Vous voyez, si vous voulez avoir un panneau avec beaucoup de kilowattheures, alors il faut mettre aussi beaucoup de paquets. Et des fois, chez nous, ce sont des individus. Moi, je pense, même l'agriculture, là, récupérer nos terres, nous allons motiver les jeunes, mais il faut une politique gouvernementale
avec quelle est la politique du gouvernement par rapport à l'agriculture. Comment le gouvernement compte motiver cette jeunesse et les encourager à l'agriculture, et puis ensuite l'énergie nécessaire pour faire cette agriculture. Et les panneaux qu'on va utiliser dans des milieux ruraux, les milieux trop reculés, où il n'y a pas d'électricité, il faut exploiter le panneau solaire. Alors, mais il faut des panneaux avec des grandes énergies. Ça demande beaucoup d'argent. Donc, il faut que le gouvernement mette beaucoup de paquets au lieu de compter vraiment sur les efforts individuels. C'est des fois trop difficile. Merci beaucoup, professeur. Et il y a une question d'un assistant de l'UNIKIN qui est au Vietnam, M. Rabi Kimbangi, qui intervient aussi samedi d'ailleurs. Je lui donne la parole. OK. À toi la parole, M. Rabi. Merci beaucoup, Monsieur Ferdinand. En tout cas, je suis fortement ému de voir l'intervention du professeur et il était vraiment très clair avec son intervention et il a vraiment expliqué parce que je manque même des questions sur les niveaux de l'intelligence artificielle en Afrique parce que le professeur l'a vraiment balayé d'une manière conviviale. Alors, je pense que je ne poserai pas de questions sur ça. Et moi-même, en tant que chercheur en intelligence artificielle, il y a tant de questions, mais on se réserve parce qu'on fait aussi des recherches sur ça. Mais je vais juste poser des questions au professeur en tant qu'expert dans ces domaines parce que le professeur m'a donné cours des recherches opérationnelles. Et même sa façon de parler, je pense directement quand il donnait cours à l'INIKIN. Alors, ma première question est de savoir quelle piste de recherche récente en IA vous semble le plus prometteuse? Là, c'est la première question. Et la dernière question, si vous étiez ministre du ministère, quelles seraient vos 3 premières décisions pour accélérer le développement de l'IA dans le pays, particulièrement la République démocratique du Congo? Merci. OK, merci beaucoup. Question très intéressante. Surtout la deuxième question, si j'étais ministre, je ne sais pas si c'est une prophétie que cela s'accomplisse. Vraiment. Amen, ça sera vraiment très bien. Ce serait idéal. Vraiment. Alors, si j'étais ministre, je ne sais pas, du numérique ou quoi, Numérique. comment accélérer l'IA en RDC? Et la première chose, comme je vous ai dit, nous devons créer, première décision, on doit créer le data center. Nous devons créer les data centers pour la République démocratique du Congo. Et dans ces data centers, nous allons loger des données. Donc, deuxième phase, je vais créer les industries des données. Donc, je vais automatiser toutes les entreprises publiques et collaborer aussi avec le privé, proposer des solutions numériques. Et ensuite, récupérer les données et conserver ces données dans nos différents data centers. Okay. Commencer à vendre aussi ces données, parce qu'il y a des données que nous pouvons vendre. N'oubliez pas, et ce que le monde attend de nous, ce sont ces données. Et imaginez-vous, nous disons chaque fois que la RDC, c'est le pays solution en ce qui concerne le changement climatique. Mais quelles sont les datas que nous vendons, que nous proposons? Nous avons combien, par exemple, d'arbres d'acacia? Et parmi ces arbres d'acacia-là, quels sont les différents âges, comment nous avons segmenté? C'est comme ça que nous devons proposer notre solution en ce qui concerne, par exemple, le réchauffement climatique dont nous sommes pays solution. Donc, vous voyez, ce sont des données, ce sont des données que nous ne pouvons même pas cacher. Ce sont les données que nous devons vendre. Nous devons proposer aux bailleurs de fonds. Et c'est comme ça que nous serons financés rien qu'à partir de ces données. Et des fois, chez nous, nous aimons trop le slogan qui est les solutions palpables et réelles. Quelles sont les données que nous avons par rapport à ça? Et quand nous avons ces données-là, il faut les traiter. Après le traitement, nous allons présenter les histogrammes.
et nous allons utiliser les experts, voir les histogrammes que nous avons présentés. Ces données suivent quelle distribution de probabilité? Quand je prends notre flore, notre faune, qu'est-ce que nous avons? Quelles sont les espèces qui sont en disparition? Et ces espèces suivent quelle distribution de probabilité? Si c'est la loi est normale, alors nous devons faire très attention pour ces espèces. Nous allons interdire, attention, il ne faut pas, celui qui tue par exemple tel type d'espèce, il sera arrêté. Voilà des dispositions rien que par rapport aux data, par rapport aux données. Le mal aussi, c'est le problème, ce n'est pas être autorité au ministre, mais sous d'autres dossiers, le gouvernement travaille avec les universités, ce qui n'est pas le cas chez nous, ce qui est grave. Donc voilà, ces data, les données que nous devons. Et ensuite, je vais financer les chercheurs uniquement ceux qui font l'intelligence artificielle. Et quand je parle d'intelligence artificielle, hein, bon, moi je vois c'est mathématiques et l'intelligence artificielle. Et les domaines connexes. Donc, n'oubliez pas, l'intelligence artificielle résout plusieurs problèmes. Les problèmes de l'environnement, les problèmes économiques, tous ces problèmes-là. Allons voir comment travailler en synergie avec d'autres facultés connexes et financer cela. Et ensuite, former, financer pour former des chercheurs. Et les chercheurs qui seront formés, il faut aussi les rendre très forts. Et comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi pas collaborer? Parce que nous devons connaître aussi nos limites. Nous ne sommes pas comme les États-Unis et comme les pays développés. Alors, pourquoi pas développer des partenariats avec d'autres pays qui sont avancés, envoyer aussi des chercheurs dans leurs labos. Comme ça, ils auront beaucoup d'expériences qui vont amener au pays. Et voilà ce que nous allons faire et ensuite commencer à proposer des solutions propres à nous. J'ai beaucoup aimé, je suis en train d'encadrer une thèse là en traitement des langages naturels où nous sommes en train, parce que vous voyez par exemple les Lingala, ce sont des langues en ressources faibles. Et nous sommes en train de travailler sur le traitement des langages naturels pour arriver à créer nos propres modèles aussi. Donc voilà comment je vais me mettre, comment je vais travailler pour organiser ces secteurs-là. Alors, pas seulement les étudiants, maintenant les élèves, les enfants qui sont à l'école primaire, maternelle, tout ça, il y a des jeux d'intelligence artificielle que nous devons déjà les initier dès le bas âge. Nous pouvons le faire. Je vous ai dit que je suis secrétaire général académique à l'Université des sciences et technologies. Ici, à l'Université des sciences et technologies, nous avons de l'école maternelle jusqu'à l'école secondaire. Et l'université est très avancée. Nous avons assez des outils où déjà, au niveau primaire, on montre aux enfants déjà quelques notions sur la robotique, comment ils peuvent monter des petites choses comme ça. Et il y a déjà aussi quelque chose sur le système embarqué élémentaire que nous sommes en train de montrer aux enfants. C'est pour donner le goût. Donc voilà un peu ma vision de ce côté-là. OK. Alors, la première question, c'était le piste de recherche récente en IA que vous piste de recherche récente en IA. Qui semble le plus prometteuse. Qui ressemble le plus prometteuse. OK. Alors, la recherche en IA, il y a plusieurs pistes de recherche. Hein. Il y en a assez. Et quelle est celle qui est plus prometteuse? Alors, je pense, moi, c'est arriver à développer des systèmes intelligents capables de résoudre le problème de société, nos problèmes de société. Et moi, je pense d'abord ça. Et quels sont, donc, identifier nos problèmes. Quels sont nos problèmes? Développer l'intelligence artificielle dans ce sens-là. Parce que je ne peux pas prendre ce que l'Occident est en train de faire. Regarde, par exemple, au niveau de l'Occident. Et vous voyez, par exemple, avec l'intelligence artificielle générative basée sur les LLM, tout ça, ils sont très avancés. Est-ce que nécessairement cette voie est prometteuse pour moi en Afrique? Point d'interrogation. Moi, je vais identifier.
ce qu'il faut faire, identifier d'abord nos problèmes. Quels sont nos problèmes? Et par rapport à ces problèmes, quels sont les types d'intelligence artificielle qu'il faut développer et coacher les gens dans ce sens-là. Voilà. Mais par rapport aux chercheurs scientifiques, la voie, donc la question est un peu très ouverte parce qu'il y a assez de pistes de recherche. Par exemple, je peux dire pour moi, bon, c'est la détection des anomalies avec des systèmes de clustering robustes tels que les DBSCAN, les auto-encodeurs, tout ça. Mais pour moi en Afrique, est-ce que pour moi au Congo, en RDC, est-ce que c'est vraiment efficace? Mais pour le côté recherche, oui, c'est bon. Côté recherche, c'est bon. Et d'ailleurs, je suis en train beaucoup de travailler dans ce sens-là aujourd'hui pour arriver à détecter des anomalies avec les auto-encodeurs, les DBSCAN, les optics et comment arriver à créer des modèles de prédiction dans un espace qui est flou et je travaille dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment très efficace. Le flou, pourquoi? Je travaille une thèse avec une dame de l'IPEN où nous sommes en train de prédire comment on appelle ça, l'hépatite. C'était sur les hépatites A, B, C, D. Mais regarde, nous avons exploité les données de type flou. Pourquoi? Parce que quand nous avons segmenté, on a constaté que il y a des gens, vous voyez, il y a l'hépatite A, mais il manifeste aussi les symptômes de B, un peu de B. Mais pendant le traitement, les médecins se focalisent seulement sur les A. Pendant que dans le flou me montre qu'il y a ça. Donc, vous voyez, le flou aujourd'hui, c'est vraiment une voie de recherche très formidable. Et là, les médecins étaient surpris. Ils nous ont dit, bon, au lieu de se baser seulement sur le traitement A, je vais traiter celui-ci avec les A et les B à la fois. Et en tout cas, le traitement était très efficace. Pour moi, voilà. Mais le vrai problème, comme je suis en train de dire, décelons d'abord le problème. Quels sont nos problèmes et quel type de solution qu'il faut donner à ces problèmes. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment, Merci, professeur, pour cette présentation magistrale et édifiante. Merci. Thank you.